Ah, salut. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vlog de retour et de news de la chaîne pour discuter un petit peu. Voilà, écoutez, je viens de tourner 2 vidéos, du coup, avec 3 changements de costume. C'est parfait, on est très bien, on va pouvoir discuter un petit peu. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir dit que ce format de retour sur la réserve et de news de la chaîne, vous l'écoutiez plutôt comme un podcast. Donc je vais essayer de mettre moins d'images par rapport à d'habitude, et d'essayer plutôt de parler, et en fait on va essayer de faire évoluer, je vais essayer de faire évoluer le set dans les temps à venir pour pouvoir utiliser un micro de meilleure qualité, et que vous puissiez réellement l'écouter comme un podcast, et pas juste comme une vidéo où je bavarde un temps donné. Voilà, donc je vais commencer vers les news de la chaîne parce qu'il y en a qui sont intéressés que par ça. Et donc je commence par les news de la chaîne et après on fera le retour sur la réserve, sur Kingdom of Heaven, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, vous avez été nombreux à parler de la vidéo, donc on va revenir un petit peu dessus. Voilà. Et comme toujours, j'ai du thé dans une magnifique tasse sémillante. sémillante avec la définition de sémillant, bref. Je suis très corporate, aujourd'hui j'ai une tasse histoire appliquée, j'ai un pull histoire appliquée, voilà, on est à fond dans le... je soutiens mon propre merchandising, voilà, donc j'ai mes petites notes. Donc les news de la chaîne, donc du coup voilà ce que je venais de vous dire. Dites-moi si ça vous intéresse en fait que je fasse évoluer ce format-là, ce format de retour vers quelque chose de plus podcast, même si ce sera toujours filmé, avec un micro de meilleure qualité que vous puissiez vraiment entendre et qu'on puisse vraiment voilà, être sur des choses peut-être un peu plus longues. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La chaîne a passé les 70 000 abonnés, c'est juste génial. Alors c'est en partie dû à la vidéo que j'ai faite avec Morgan Niquet, qui est un vieux copain. Et un vieux copain de bar pour être exact, et qui m'a invité à manger la galette avec lui. Et du coup vous êtes environ 10 000 à être arrivés à cette occasion-là, donc bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Pas trop, mais touchez pas aux armes surtout. Bref, non, installez-vous, vous allez voir, on va faire plein de choses ici. Donc voilà, 70 000 abonnés, écoutez, la chaîne poursuit son chemin, c'est assez incroyable. Côté finance, on en avait parlé en janvier, les choses vont un peu mieux parce que j'ai des projets qui se sont débloqués. Vous avez été très nombreux à participer au Tipeee, à participer au Utip, vous avez vidé la boutique Etsy, il faut que je le refasse en février pour vous donner, pour avoir des nouvelles choses sur la boutique pour me soutenir. Donc il y aura à nouveau des Scramasax Vikings, vous avez bien aimé ça, quelques épées gauloises aussi puisque j'en ai faites, voilà, des petites surprises comme ça, des sacoches en cuir, des sacs vikings inspirés de sacs historiques, voilà, il y aura plein de choses. Donc je vais essayer de vous mettre ça en février et en mars, voilà, nouvel arrivage février et mars. N'hésitez pas, bien entendu, continuer à me supporter, déjà à me supporter tout court, et puis à me supporter sur Tipeee, Etsy, parce que c'est important, c'est ce qui me permet de ne pas monétiser les vidéos. Comme vous le savez, je tiens à ne pas monétiser les vidéos aussi longtemps que je peux le faire, parce que voilà, c'est une vraie démarche que j'ai envie d'adopter. Voilà, merci de la même façon de supporter les quelques sponsors quand je les mets, c'est ce qui permet, je pense que vous avez vu, si vous êtes là depuis quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, voilà, nouvelle lumière, prochainement, là, dans les 3 jours qui viennent, nouveau micro, nouvel appareil, voilà, c'est à ça que servent les sponsors, vraiment, c'est à pouvoir évoluer sur la chaîne. Voilà, on parle évidemment du projet Nilfgaard que j'ai lancé la semaine dernière. Donc le but du jeu c'est de refaire les armes et les armures des Nilfgaardiens dans la série The Witcher, en montrant un petit peu, en discutant du travail de costumier, en évoquant qu'est-ce que c'est de faire des costumes pour le cinéma, qu'est-ce que c'est de faire des costumes inspirés de l'histoire, etc. Donc super projet, c'est mon projet, je vais pas dire qu'il est pas bien, tu vois. Donc bon ouais, super projet, c'est un super projet. Alors en toute objectivité, c'est un super projet, non, c'est un projet génial. J'ai lancé ça avec un objectif de 3500 € et 3 costumes à refaire en disant oh bah peut-être que ça fonctionnera, et en fait vous avez pété l'objectif en 2 heures, c'est absolument merveilleux. Là on est à 12 000 et quelques euros, le prochain palier est à 13 000 €, donc on y est presque, hein, de toute façon, prochain objectif supplémentaire en tout cas est à 13 000 €, donc on y est presque. Et donc progressivement, si vous suivez la chaîne, vous vous rendez compte que j'annonce que dans chaque costume il y aura des invités. Donc là, le prochain objectif à 13 000 €, c'est Nota Bene dans un costume de pirate de Skellige, donc inspiré viking, garde-vareg, russe, médiévaux, bien entendu. Le soldat de base sera tenu par mon ami Fred de la chaîne Hero.com, et je suis très content qu'il participe à ça. Et donc, une fois qu'on aura passé le prochain palier, j'espère la semaine prochaine, je vais pouvoir vous annoncer un autre invité qui tiendra le rôle du mercenaire, et c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis un moment, et je suis très content qu'il m'ait dit oui pour ça, mais je garde mon petit effet bien entendu. N'hésitez pas, comme toujours, à partager ce projet-là parce que
plus on aura de moyens et plus on ira loin en fait dans les costumes et dans les délires. Là j'ai prévu plein de trucs du coup en plus. À la base je voulais juste faire une vidéo et une vidéo making of. Là on part très facilement sur facilement le double de ça. Et en fait j'ai proposé aux invités d'avoir des animations, donc c'est-à-dire des découvertes de l'armement, avec des séances d'initiation au maniement des armes, avec des séances en Fury Room pour voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, éventuellement aller nager avec si ça les amuse. Enfin, voilà, on va faire plein de trucs rigolos avec les invités. Donc surtout faites tourner ce projet, n'hésitez pas, on va bien se marrer tous ensemble. Voilà, voilà. Alors il me reste deux choses à parler, à évoquer pour les news. Il y a la question du stream. Alors je vous avais dit que je reprendrais le stream cette année. Et je tiens vraiment à le faire, enfin en début d'année je tiens vraiment à le faire, en termes de... Donc je voulais faire du jeu vidéo historique, je pense que je ferai 2 ou 3 séances en mars autour de The Witcher 3, parce qu'évidemment ça soutiendra le projet Nilfgaard, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, donc au niveau des costumes, des armes et des armures de The Witcher 3, et un peu des combats aussi, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc je pense qu'on fera ça, mais en fait comme j'aimerais faire ça toutes les semaines, enfin faire une soirée stream toutes les semaines, dites-moi si ça vous intéresse. Je me dis que ça pourrait être sympa, si je fais pas du jeu tout le temps, d'avoir ce qu'ils appellent du just chatting sur Twitch, où on se met des petites soirées à thème sur par exemple, soirée à thème la musique et l'histoire. Je vais dire une bêtise, la musique et l'histoire, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, comment est-ce qu'on perçoit la musique historique, comment est-ce que dans les films on met une musique qui a l'air historique et tout ça, et discuter ensemble de choses là, que vous puissiez poser vos questions si vous avez des questions sur le matériel, des choses que vous vous êtes toujours posées, ça peut être une bonne occasion de discuter un petit peu ensemble. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de stream un peu, vraiment un peu de discussion, où on pourrait parler d'histoire tous ensemble, et voilà. Dans la série des questions de discussion, vous êtes quelques-uns à me parler de Discord aussi, et de créer un Discord. Je vous avoue que pour l'instant, j'en vois pas beaucoup l'utilité, je sais pas tellement à quoi ça pourrait servir, parce que je réponds assez facilement aux messages, même si parfois il y a un petit décalage, parce que je peux pas répondre tout de suite, je reçois tous les jours, donc ça voilà. Mais donc je réponds encore aux messages, je réponds environ à 90% des commentaires, parfois je réponds avec quelques jours de décalage aussi, mais j'arrive encore à peu près à répondre ou à réagir à tous vos commentaires. Je lis absolument tout, vraiment, véridique, vous pouvez même m'interroger dessus, y a pas de problème. Non, c'est une blague, mais je lis vraiment tout, et je réponds quasiment encore à tout, j'y arrive. Donc, je sais pas trop ce qu'un Discord apporterait de plus dans la discussion, surtout si on commence à faire du just chatting sur Twitch, ben ça permettrait de pas se rajouter une plateforme supplémentaire. Ceci dit, si le Discord vous intéresse vraiment, dites-moi dans les commentaires à quoi ça vous servirait, qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, enfin, dites-moi si ça vous intéresse et pourquoi ça vous intéresse, que je puisse voir moi-même où est l'intérêt et voir si on se met ça en place ou pas. Voilà, et bien écoutez, on a fini la petite partie news, donc maintenant on va attaquer la partie retour sur Kingdom of Heaven. Je vais jeter un œil au timer, parce que je parle beaucoup, vous le savez, et... Il a marqué 2 minutes... Non, 7 minutes 40. 7 minutes 40, voilà. Alors ces formats-là, pour ceux qui ne les ont jamais vus, j'essaie de ne pas couper, de ne pas faire de cuts, parce que... je veux vraiment que ce soit une discussion, comme une discussion, même si je suis le seul à parler et que du coup c'est un peu malsain, mais voilà, que ce soit vraiment comme une discussion et que ce soit pas un discours préétabli à l'avance. Voilà, vous m'avez posé des questions, j'essaie d'y répondre un petit peu directement comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai du thé aussi, j'ai toujours du thé. Alors dans mes petites notes, la première question qu'on m'a posée c'est... les machines, enfin celle qu'on m'a le plus posée d'ailleurs, les machines de siège et le siège de Jérusalem à la fin du film sont-ils réalistes? La réponse globalement est non. Non, en fait les machines de siège qu'on voit déjà elles tirent beaucoup trop vite, il y en a beaucoup, au Moyen-Âge avoir une machine de siège c'est un truc assez dingue déjà, ça demande une logistique qui est complètement folle, ou alors on en construit des petites sur place, dans tous les cas les gros trébuchets comme ça, on s'en trimballe pas 50, ça tire pas aussi vite que ça. Il y a un effet qui est je pense lié aux films les plus récents sur les guerres contemporaines, où on a des effets de bombardement, et du coup je pense que le spectateur comprendrait mal si on n'avait pas les mêmes effets de bombardement pour avoir des similarités, des similitudes dans le vécu, voilà, que ce soit des choses qui nous parlent, et c'est pour ça que on a ces trébuchets qui tirent en permanence, alors qu'à l'époque ça tirait beaucoup moins vite, et ça demandait énormément de gens pour les manier. L'intérêt d'un trébuchet c'est surtout de faire soit des tirs préparatoires, c'est-à-dire pour vider que les défenseurs aillent s'abriter et du coup permettre un assaut un peu plus serein, on va dire ça comme ça, et encore. Mais c'est surtout de faire des brèches dans les murs en fait, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Kingdom of Heaven. À un moment ils ont trouvé qu'il y avait un mur qui était plus faible que les autres, tous les trébuchets tirent dessus, le mur s'écroule, il y a une brèche, et à ce moment-là, effectivement, ça pour le coup c'est réaliste, il y a l'armée de Saladin qui essaye de s'enfoncer par cette brèche, et les défenseurs de Jérusalem qui
qui vont la défendre jusqu'à ce que ça devienne absolument intenable. Voilà, donc ça c'est plutôt réaliste. Il y a d'autres techniques pour faire tomber des murs qui sont des travails de sape, où en gros on va faire des mines sous les murs, et arrivé sous le mur, en fait on fait s'effondrer le mur à travers la mine. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on appelle la polyurcétique et la castellologie. C'est-à-dire la polyurcétique, c'est l'étude de la façon de tenir et de mener des sièges et de les supporter, et la castellologie, c'est l'étude des châteaux et des fortifications. Voilà, castellologie c'est plutôt facile alors que polyurcétique, souvent faut expliquer. Voilà, donc non, pas très réaliste. En plus de ça, sur les remparts de Jérusalem, vous voyez qu'il y a des espèces de balistes ou des scorpions, c'est-à-dire c'est des lanceurs de grosses flèches finalement, qui se plantent dans les tours d'assaut de Saladin, avec un habile système de contrepoids à l'autre bout, les tours sont déséquilibrées et tombent. Ça c'est complètement fantasque, genre vraiment complètement, et en fait les scorpions utilisés sont les scorpions qu'on voit dans la première bataille de Gladiator, parce que Ridley Scott aime beaucoup réutiliser les mêmes choses d'un film à l'autre, et c'est comme ça qu'on peut retracer des choses, et je suppose que dans son prochain film médiéval on va retrouver encore des choses de Robin des Bois et de Kingdom of Heaven, ce qui ne me... ça ne me réjouit guère, ça me fait un peu peur, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on va voir, apparemment il est en cours de tournage actuellement, c'est en France, donc on verra bien, ça me fera de toute façon un film de plus pour la réserve, ce sera plaisant. Mais je ne crois plus guère en Ridley Scott. En fait, après Kingdom of Heaven, je trouve que tout ce qu'il a fait, c'était au mieux approximatif, au pire complètement infâme, que ce soit ses films de SF, ses films récents, ses films historiques, c'était pas... Enfin... on retrouve plus, alors c'est après la mort de son frère, de toute façon, on retrouve plus le Ridley Scott qui était capable de grandes choses, et du coup moi cela m'attriste un petit peu parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait des films qui m'ont énormément marqué. Alors on a parlé de Gladiator, on a parlé de Kingdom of Heaven, je suis pas très fan d'Alien, voilà, donc du coup c'est pas ce qui me marque le plus. Par contre la chute du Faucon Noir par exemple m'avait beaucoup marqué, donc voilà, mais nous ne retrouverons plus, je ne retrouve plus ce Ridley Scott là, et je pense qu'il est perdu. C'est pas très grave, un peu, c'est la vie, c'est la vie des hommes et des artistes. Voilà, on m'a demandé comment c'était de travailler avec Fred d'Hero.com, puisque comme vous l'avez peut-être reconnu, c'est lui qui faisait le Gandalf de l'intro, cette magnifique intro, voilà, c'est génial, déjà parce que c'est un mec qui est humainement très chouette, c'est quelqu'un qui est très compétent dans ces domaines, allez voir sa chaîne si ce n'est déjà fait, vraiment ça vaut le coup, c'est un bon comédien, donc c'est agréable de jouer avec lui, et alors que moi je suis un comédien en carton, et du coup, disons que moi je ne suis pas comédien, voilà, simplement, je ne suis pas comédien, je suis médiateur, donc je peux jouer des choses, mais ça reste un petit peu distancié, alors que lui pour le coup est comédien, et c'est vrai qu'il est il est investi dans ses rôles et c'est très plaisant, et c'est vraiment quelqu'un d'humainement très chouette, et donc du coup c'était très chouette aussi, voilà. Mais ceux qui nous suivent depuis un moment maintenant savent qu'il faut pas nous laisser dans la même pièce, parce que sinon ça part dans tous les sens, c'est une catastrophe. Les quelques lives qu'on a fait, on a fait un live ensemble, c'était, tu voyais, c'est les deux du fond qui disaient n'importe quoi et qui rigolaient comme ça tout seul, donc c'était un peu, voilà, on s'entend très bien. On m'a posé des questions aussi sur la facilité et où trouver du matériel de reconstitution orientale. Alors c'est très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait en France il n'y a pas de marché pour ça, tout simplement. Il y a en France au grand maximum on a dû être une dizaine en même temps à faire de la vraie reconstitution orientale. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a très longtemps avec le collectif 1186-583 et l'association Fief et Chevalerie. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir des belles images et d'autres sources et des articles et des choses plus développées sur la question. Ça peut faire des bonnes bases de recherche d'ailleurs. On a commencé à travailler sur la question, je vous parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, et à cette époque-là, tout était à faire, et encore aujourd'hui tout est à faire, parce qu'en fait les sources, on m'a posé la question aussi sur où est-ce qu'on pouvait trouver des sources, les sources moyen-orientales de cette période-là sont très difficilement accessibles, parce que peu de scientifiques ont travaillé dessus, encore moins, vraiment peu de scientifiques européens, encore moins français, donc du coup il faut être capable de lire l'anglais, c'est absolu, mais il faut être capable aussi de lire un peu d'allemand, il faut être capable de saisir quelques mots en italien, en espagnol, enfin ça devient très compliqué. Heureusement aujourd'hui avec internet c'est plus facile, mais bon ça reste, faut quand même un petit peu s'accrocher. En plus de ça, la logique du Moyen-Orient est très différente de la logique médiévale européenne de la même époque, donc du coup ça oblige à repenser un certain nombre de choses, et puis ça reste des pays qui aujourd'hui sont en conflit, on va appeler ça comme ça, pour être un peu gentil, sont des pays qui sont soumis à des troubles, et donc du coup les activités archéologiques et scientifiques sont un petit peu au point mort à ce niveau-là. En tout cas on n'a pas de nouvelles informations depuis des années, donc fatalement
finalement, voilà. Après bon, il reste déjà beaucoup à faire sur ce qu'on a déjà, hein, de toute façon. Les sources, on en a qui sont fantastiques, on a celle que je cite à chaque fois parce que c'est merveilleux. Dans les connexions de la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, vous avez un certain nombre d'enluminures de manuscrits orientaux qu'on appelle des makamates. Toujours avec ma prononciation parfaite. On appelle des makamates, en fait l'intérêt c'est un peu comme imaginer les fables de La Fontaine, mais version Moyen-Orient médiéval, tout simplement. Donc vous allez avoir en fait un best-seller de plusieurs nouvelles différentes qui parle un petit peu de la société, de la politique, voilà, de cette période-là. Donc ce sont déjà des sources textuelles immensément riches. Mais en plus de ça, ce qui est génial, c'est que beaucoup de comme d'ailleurs dans les livres des fables de La Fontaine qu'on peut avoir très souvent par chez nous, il y a des illustrations en fait. À chaque fable, il y a une illustration. Donc du coup, il y a des scènes de la vie courante qui sont illustrées, sans animaux, parce que c'est avec des vrais humains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des manuscrits qui datent de plusieurs périodes différentes, parfois de la même période, mais qui vont tous être grosso modo entre le XIIe et le XIIIe siècle. Donc on va avoir une même scène, représentée plusieurs fois, avec plusieurs années de décalage, et donc on va pouvoir savoir comment la mode a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué, en termes de style, qu'est-ce qu'on peut conserver, tout ça. C'est tellement précieux, tellement, c'est vraiment fantastique pour ça, parce que c'est vraiment une fenêtre finalement sur cette époque-là, et après il faut savoir décrypter, c'est comme tout, c'est les sources, mais c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de matériel qui est conservé aussi au Topkapi Museum qui se trouve en Turquie, puisque du coup pour eux c'est leur histoire, donc ils en ont énormément. On a d'autres manuscrits qui sont intéressants, on a les sources des chroniqueurs orientaux qui nous sont parvenus, donc on y a des choses, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Non, en gros, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette période-là, parce que je pense qu'on a effleuré environ 15 à 20% du sujet, grand maximum, et qu'aujourd'hui, il existe encore des tas de choses à trouver, des tas de choses absolument passionnantes dans tous les domaines. C'est une civilisation qui est très riche et qui est très intéressante. Donc voilà, mais pour en revenir au matériel oriental, parce que c'était la question, comme il n'y a pas de marché par rapport à ça, il y a très peu d'artisans qui en font de manière naturelle. En revanche, on peut passer des commandes auprès d'artisans spécialisés, j'en parle régulièrement sur la chaîne, voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous cherchez fabricant de casques, ou d'épées, ou de quoi aux casques. Après, il y a évidemment, j'en parlais dans l'épisode, il y a beaucoup de matériel occidental qu'on retrouve dans les armées moyen-orientales, donc ça pour le coup il y a plein de fournisseurs, donc ça c'est très facile. Et après il y a une partie des costumes traditionnels qui sont, qui à l'époque étaient déjà des costumes portés. Bon ça il faut savoir trier, notamment au niveau des matières, au niveau des coupes et tout ça, il faut savoir trier, mais en examinant un peu les sources, on peut assez facilement trouver des choses, et sinon, pour ceux qui veulent faire de la reconstitution, je ne saurais que trop vous conseiller d'apprendre à coudre. C'est un peu la base de tout, faut apprendre à coudre, et c'est rare, j'en connais un, mais c'est rare les reconstituteurs qui ne savent pas coudre du tout aujourd'hui, ne serait-ce qu'un bouton ou faire un ourlet, parce que c'est vraiment indispensable, et sur ces périodes-là, on peut encore faire tous les costumes sans que ce soit trop complexe à faire, donc apprenez à coudre, vous verrez, c'est très très gratifiant. Voilà, on m'a dit, parle-moi un coup, excusez-moi. Alors, on m'a dit, le film est nul, parce que, une fois de plus, on y montre les méchants chrétiens, on n'y montre que les méchants chrétiens. Alors il faut faire attention parce que les méchants chrétiens contre les gentils musulmans ou vice versa, c'est un truc qui est très franco-français, qui est très moderne, et je vais pas revenir dessus parce que je ne fais pas de politique, du moins, voilà, j'ai mes idées comme tout le monde, mais je ne veux pas les imposer sur la chaîne, pour moi c'est très important. En revanche, c'est bien de faire un peu de mesure et de faire un peu de factuel. Le factuel, c'est quoi? Le film est sorti en 2004, il a été tourné tout juste après les attentats du 11 septembre. Parler des gentils musulmans, c'était pas tellement l'ambiance aux États-Unis à ce moment-là, donc Ridley Scott a pris un vrai risque là-dessus. Il a pris un vrai risque sans être caricatural, au niveau des musulmans pour l'instant, hein. Sans être caricatural, c'est ce que je vous explique un petit peu dans l'épisode. Même si les motivations politiques de Saladin sont mises de côté, on y voit très bien ce qui se passe, à savoir un sultan, enfin un chef qui était plutôt considéré comme étant juste et plutôt sage, mesuré, avec certains de ses alliés qui étaient très proches des chrétiens, d'autres qui étaient beaucoup plus dans la religion et beaucoup plus vindicatifs. On voit tout ça très bien dans le film. Et
rien n'est exagéré. Le fait qu'il, on m'a dit, oui, à un moment, il récupère la croix qu'il remet sur une table, c'est pas du tout exagéré en fait. C'est typiquement des choses qui sont liées au personnage et qui n'ont rien d'exagéré par rapport à ce qu'on sait de Saladin. Il faut savoir que Saladin, c'est considéré comme un des chefs non chrétiens qui est le plus réputé en Europe, et ce, depuis sa naissance jusqu'à encore très récemment. Saladin, c'est vraiment quelqu'un, c'est une figure orientale qui en Europe garde une aura une aura de justesse et de personnage qui est juste et qui est sage, qui est extrêmement importante, même de son vivant. Et donc ça, c'est pas pour rien en fait, c'est pas une caricature, une première chose. Ensuite, pour ce qui est des chrétiens, je suis d'accord, je l'ai dit, les Templiers ont été exagérés. Non, ils ont été exagérés, je pense que Guy de Lusignan, peut-être pas forcément. Le grand maître du temple, enfin le grand maître, à l'époque on parlait pas de grand maître, on parlait juste de maître. C'est Fred, je l'ai appris sur la chaîne de Fred, d'Hero.com, voilà. Donc je le redis comme ça parce que j'ai l'air plus savant, mais il est beaucoup plus avisé que moi pour les questions de contexte. Bref. En tout cas, le maître de l'époque, le maître du temple de l'époque, Gérard de Ritefort et Guy de Lusignan, étaient débiles, un peu dans l'excès, un peu vindicatifs aussi, amers par rapport à certaines de leurs... Voilà. Et on le voit très bien dans le film, ils sont dans l'excès en permanence, ces gens-là. Mais là où effectivement le film exagère un petit peu, c'est que tous les Templiers sont comme ça. Alors qu'en fait, à l'époque, les Templiers, doit y en avoir qui n'étaient pas très d'accord, et puis qui, voilà, on suit les ordres, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les Templiers, je le redis, ils sont connus et reconnus pour cette époque-là, comme étant des gens qui avaient une connaissance très très fine de l'Orient, du rapport avec les Moyen-Orientaux, de la diplomatie, etc., etc. Mais là, on est sur une période, la période du film, où il s'est passé un peu n'importe quoi parce que les chefs faisaient n'importe quoi, c'est aussi simple que ça. Mais dans le film, et je reviens là-dessus, les chrétiens ne sont pas tous comme ça. On a effectivement les Templiers et Guy de Lusignan et comment il s'appelle, Bob le pirate, on l'appelait comme ça, j'ai perdu, Renaud de Châtillon, voilà. Renaud de Châtillon qui sont un peu débiles, mais tous les autres sont... au pire, c'est juste des êtres humains qui sont là et qui suivent ce qu'on leur dit. Au mieux, c'est des gens qui sont assez tolérants. On a Baudouin IV où il y a vraiment une finesse dans Baudouin IV qui est la finesse d'ailleurs du personnage de l'époque, de la gestion avec les Moyen-Orientaux, de la gestion avec toutes les religions, voilà, ça reste un personnage qui est très équilibré. Balian se pose beaucoup de questions sur la religion, mais qui tombe ni d'un côté ni de l'autre, hein, il perd confiance, et puis il la retrouve, et puis voilà, en Dieu, enfin, voilà, il cherche Dieu quelque part, parce que bon, ça c'est un truc qui est lié à Ridley Scott, mais c'est pas incohérent par rapport au personnage, et finalement, les trois quarts des personnages chrétiens sont plutôt des personnages positifs, sont plutôt des personnages qui sont tout aussi justes que les personnages musulmans. Et c'est ce que j'aime moi dans ce film, c'est qu'on n'a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, c'est qu'on a quelque chose qui est assez juste, même s'il y a effectivement une adaptation avec une exagération des Templiers, mais ma foi, à l'époque, Renaud de Châtillon, il a bel et bien pillé des caravanes en étant un petit peu dans le délire sanguinaire en but de tout le monde, de manière injuste, et les Templiers ont bel et bien fait des conneries, même si c'est lié à leur maître de l'époque, Gérard de Ritefort. Donc, pour une fois, en tout cas, on n'a pas une relecture de l'histoire, c'est ça que j'aime bien, et je vous exhorte vivement à faire attention à ce genre de choses, et à avoir le recul nécessaire entre vos propres croyances et les faits historiques qui sont très souvent déconnectés. Oui, et encore une fois, je ne juge pas ses croyances, et ses convictions, nous en avons tous, et c'est tant mieux. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Il faut savoir que cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est pleine d'aventures, puisqu'en fait, elle a loupé sa première soirée. Elle a loupé sa première soirée de lancement, puisque c'était... il y a eu un petit blocage. Voilà, je vais juste regarder le timer pour être sûr que... 23, parfait, 23 minutes. Il me reste quelques minutes pour vous parler de... Voilà, parce qu'en fait, l'appareil photo n'enregistre que 30 minutes. Donc, comme je ne veux pas couper... donc cet épisode cette vidéo de la réserve a loupé sa soirée de lancement. C'est la soirée la plus importante quand tu lances une vidéo, et pour moi la réserve en fait c'est un des formats phares de la chaîne, et voilà, je me dis que si ça fait 40 000 vues à chaque fois, en fait elle a fait le job, la vidéo a fait le job, donc perdre la soirée de lancement c'est terrible, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à rattraper ensuite derrière, et là je vous ai dit aidez-moi à rattraper ça, et vous avez été nombreux à la partager, à la commenter, vous avez vraiment été derrière moi là-dessus, et vraiment merci énormément, parce que du coup la vidéo a eu le plus gros démarrage de toutes les vidéos de l'histoire de la réserve. Et actuellement, c'est également la deuxième vidéo la plus visionnée de la réserve avec 80 000 vues. La première c'est celle sur 300, mais celle sur 300 elle est sortie il y a un an et demi. Elle est à 130 000 vues, 137 000 vues je crois.
Celle-là qui est sortie il y a début de mois finalement, elle est à 80 000 vues, c'est énorme, c'est génial. Vraiment merci beaucoup. C'est également quasiment la vidéo la plus commentée de la réserve, il y a 1027 commentaires dessus. Celle qui l'est le plus, c'est celle sur Robin des Bois où on est à 1080 ou 1070, enfin, vraiment dans un mouchoir de poche. Donc on peut considérer que la vidéo sur Kingdom of Heaven est celle qui a le mieux fonctionné des vidéos de la réserve de manière native, donc vraiment merci à vous tous. N'hésitez jamais à poser vos questions, puisque à chaque fois je fais une vidéo spécialement pour revenir dessus, et en plus de ça j'y réponds dans les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas, continuez à poser des questions sous mes vidéos, parce que ça me fait très plaisir, ça aide l'algorithme en plus de ça, les likes, les questions, tout ça, et les partages. Mais en plus de ça, ça permet d'échanger, et comme je le dis souvent, la médiation c'est avant tout de l'échange, donc on échange. Je vais vous poser une question, ça fait vachement... il y a un côté très sérieux comme ça. Non, en fait, là, j'ai très envie pour le prochain épisode de faire un demi-épisode, en fait. De faire, pas un film que je peux traiter en entier, parce que ça s'y prête pas. Je pense à The King, par exemple, où tout le monde en a déjà parlé, et je pense que revenir dessus, ce serait pas forcément très intéressant. Par contre, parler un petit peu des armures et des techniques de combat, comme là, j'ai vu moins de gens en parler, ça pourrait être intéressant. Et ça me permettrait de faire aussi un petit récapitulatif de ce qu'on a dit sur la réserve jusqu'à présent, parce qu'on est en fait à la moitié de la saison, cette saison où je veux vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment des films historiques, pourquoi est-ce qu'il faut respecter l'histoire ou pas, quelles en sont les conséquences. Et donc j'ai un peu l'impression parfois que le fil rouge est pas tout à fait clair ou tout à fait compris. Du coup je voudrais faire une petite vidéo récapitulative. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse, soit sur The King, peut-être sur le nom de la rose aussi, parce que peut-être plusieurs m'avoir demandé le nom de la rose dans la réserve. Le problème du nom de la rose, c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de variations de costumes, donc je peux pas beaucoup en parler. Voilà, donc je verrai. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une espèce de demi-épisode récapitulatif comme ça, que je pourrais sortir en mars ou en avril. Et puis à l'avenir, alors je sais pas exactement quel sera l'épisode complet suivant, moi j'ai très envie, là on quitte le cycle Ridley Scott avec 3 films de Ridley Scott, on va arrêter Ridley Scott pendant quelques temps, je vous rassure. Il y a un truc que je sais que je vais faire, peut-être la prochaine fois, peut-être la fois d'après, c'est un diptyque sur... suspense. C'est un diptyque Braveheart et Outlooking, parce que ce sont des films qui se passent à la même période, plus ou moins, dans l'histoire en tout cas, mais par contre il y en a un qui date des années 90 et l'autre qui date des années 2010, et je trouve que ça hyper intéressant de voir qu'est-ce qui a pu changer entre les deux, en fait. Comment est-ce qu'on voyait un film historique dans les années 90, comment est-ce qu'on voyait un film historique dans les années 2010, et vraiment voir cette évolution entre les deux, voir la différence de traitement du matériel. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Là encore, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, moi ça me fera plaisir de le faire. Écoutez, voilà, on a terminé. Alors voilà, le sujet de l'Orient des Croisades, c'est un truc dont je peux parler vraiment très longtemps. C'est un sujet qui me passionne, c'est un de mes sujets de recherche en histoire. Donc vraiment, c'est un sujet qui est fantastique, voilà. Je me suis beaucoup tenu là, j'ai dit ok, je vais juste parler des questions qu'on m'a posées. Merci donc d'avoir suivi ce petit retour. Je sais que vous êtes entre 10 000 et 20 000 généralement à suivre ce retour. C'est pas les formats les plus gros de la chaîne, mais c'est vraiment pour le coup pour ajouter du sens aux autres vidéos. Et donc merci d'avoir suivi ça jusqu'à maintenant. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Là je vais aller monter, du coup il y a celle-ci que je vais sortir probablement demain, et les deux autres qu'il va falloir que je monte pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite, sans oublier évidemment comme d'habitude que l'histoire est vivante.